Assalamu alaikum, nouveau concept si jamais tu es quelqu'un de récurrent sur la chaîne. Oui, je vais faire une analyse de patrimoine, donc un profil qui justement fait du riba, etc. Donc on va l'analyser ensemble et je vais te dire un petit peu tout ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, etc. Donc ça va te permettre de toi prendre des leçons dans tes finances à toi et de savoir quoi ajuster si jamais tu fais les mêmes choses, les mêmes petites erreurs, les ajustements que lui. Donc sans plus tarder, si jamais toi tu veux être dans ces vidéos de suivi de patrimoine et d'analyse patrimoniale, même si t'as pas un gros patrimoine, hein, enfin je prends tout le monde, hein, si jamais tu remplis juste le formulaire juste en dessous, si je vois que ton profil est pertinent et qu'on peut travailler là-dessus, que je peux donner pas mal de conseils et que ça peut aider un maximum de personnes qui regardent ces vidéos, bah je ferai une analyse justement sur ton patrimoine. Et en plus de ça, bah, c'est anonymisé, c'est-à-dire je vais pas dévoiler ton nom, ton prénom, je vais rien dévoiler du tout, ok? Donc, bon, on va commencer. Donc c'est un papa, du coup, qui est marié, qui a 2 enfants, qui a 37 ans. Il est ingénieur, du coup, dans le secteur de l'énergie. Bon, on n'a pas le détail, mais je pense que quand on travaille dans le secteur de l'énergie, on peut pas trop dévoiler. Il est basé à Toulouse et il a un revenu de 4200 € par mois. Ouais, ça me paraît élevé, mais c'est ça, il y a les primes comptées dedans, donc ok. Et un petit peu tout, il y a le salaire de base plus les primes, donc ça fait à peu près 4200 €, ce qui est un très très bon salaire. Et du coup, l'objectif principal, c'est d'abord de sécuriser le patrimoine familial et ensuite de développer des revenus complémentaires de manière totalement halal. Ok, je comprends. Donc là, en fait, ce qu'il a très bien fait, ce qu'il a très bien compris, c'est que l'investissement, c'est d'abord un jeu de sécurisation, de préservation de patrimoine, et ensuite, c'est un jeu de d'anticipation et justement de développement de ce patrimoine. Tout simplement parce que en fait la première raison pour laquelle tu veux investir, c'est déjà pour contrer l'inflation, et nous en tant que musulmans forcément contrer la zakat. Et donc pour contrer ces deux choses-là, ce qu'il faut faire, c'est d'abord préserver et donc de faire mieux que l'inflation justement dans tes investissements. Donc si on regarde l'inflation en France du coup en 2025, donc là on est sur Trading Economics, c'est l'un des plus gros sites justement qui recense les évolutions au niveau de des indicateurs économiques. Ils sont plus de 30 millions, c'est vraiment gigantesque comme site. Enfin bref. À ce niveau-là, on peut voir que du coup l'inflation aujourd'hui est à 0,8%, donc elle a une baisse drastique de la hausse des prix comparé à 6% ici. Alors, il faut bien noter que les prix augmentent toujours. C'est pas parce qu'on passe de 6% à 0,8% que les prix ont baissé. C'est que la hausse des prix a reculé. Donc ça aussi, c'est un indicateur, enfin c'est une compréhension à prendre en compte aussi. Mais bon, après c'est du détail en réalité. Mais voilà, on peut voir qu'aujourd'hui c'est à peu près à 1%, du coup au niveau du taux d'inflation. Et que par exemple en 2022-2023, on était au plus haut à 6%, ce qui est vraiment gigantesque en inflation. Et donc on peut voir que par exemple sur les 5 dernières années, on peut voir que l'inflation, elle est quand même relativement haute, hein. On peut voir que la moyenne, elle est à peu près à 3%. Donc bon, c'est à peu près la moyenne, et même plus proche des 4, je pense, que des 3%. Parce qu'on a eu des gros pics ici vers 2022-2023. Bon, ça s'est un peu tassé hein, depuis, mais quand même on était quand même assez haut. Et donc voilà, on était à peu près dans ces niveaux d'inflation à ce niveau-là. Et donc c'est également pour cette raison qu'il faut investir son argent, parce que là par exemple si jamais on investissait en 2023-2022, il fallait que nos investissements fassent 6% du coup durant cette année-là de 2023 pour justement battre l'inflation et être positif entre guillemets sur son argent. Donc tu vois que c'est quand même assez grand comme pourcentage qu'il fallait faire, et que c'est l'une des raisons pour laquelle on investit. C'est la première raison en réalité pour laquelle on investit. C'est vraiment pour battre cette foutue inflation justement qui fait que éroder notre pouvoir d'achat sur le long terme. Et bon, aujourd'hui on voit que ça c'est 1% qu'il nous faut aujourd'hui. Là sur l'année 2026, il faudrait qu'on fasse je pense 1%. Ça devrait pas augmenter drastiquement pour qu'on voit notre épargne grandir et qu'il ne se fasse pas éroder du coup par le pouvoir d'achat. Bref, et donc voilà, c'est très bien. Donc il a bien compris ça au niveau de la sécurisation de son patrimoine. Okay, et donc il voudrait un patrimoine de 1,2 million. Et il voudrait générer 3000 € de revenus passifs. Alors j'ai vu son cash flow, donc au niveau de ses revenus et de ses dépenses, c'est à peu près ses dépenses. Donc je pense que ce qu'il veut, c'est vraiment pouvoir couvrir son niveau de vie à travers justement ses revenus passifs. Ok, génial. Et du coup là sur son patrimoine, alors je sais pas si c'est un patrimoine global qu'il veut ou un patrimoine financier, mais par exemple si on calcule uniquement sur le patrimoine financier, je vais vous montrer sur une calculatrice, paf. Pour calculer en fait le taux de retrait, donc c'est une étude de Trinity Study, hein, vous pouvez regarder sur internet. C'est une étude statistique qui a montré que justement on peut prendre par exemple 4% de son capital pour justement avoir des revenus passifs. Et quand on parle justement d'un objectif de revenu passif, il faut toujours revenir à cette étude et revenir un petit peu
aux deux manières justement qu'on a de vivre de ces rentes avec un patrimoine financier ou même avec un patrimoine pas trop liquide, parce que là je pense que vu qu'il veut acheter également son premier bien locatif, c'est-à-dire qu'il veut faire de l'immobilier, et donc dans les 1,2 million, il y aura forcément une partie d'immobilier. Bon, on va partir de l'hypothèse que c'est un patrimoine financier pour vous expliquer un petit peu mon point, mais après je vais vous expliquer un petit peu les nuances à adapter en fonction de liquide et un patrimoine justement qui n'est pas forcément liquide et qui est souvent concentré en immobilier. Ok. Donc par exemple là, si jamais on prend 1,2 million et qu'on retire 4% de ce patrimoine financier, donc si jamais tu as une petite partie justement en obligation et une partie en action, donc enfin obligation tu peux dire sukuk et une partie en action. En fait, l'objectif c'est de prendre 4% de ce patrimoine-là. Donc c'est l'étude de Trinity Study qui a montré que voilà, si jamais tu prends, si jamais tu as un portefeuille qui est 100% en stock ou on va dire 175% en action et 25% en obligation, si jamais tu prends plus de 4% en fait sur un horizon de temps de plus de 30 ans, ton patrimoine en fait il commence à s'éroder et en fait la probabilité justement que ton capital tienne juste jusqu'à la fin de la durée de détention ici, elle est très très faible. Et tu vois que par exemple si jamais on prend le 75-25 qui est à peu près un peu ce que tout le monde devrait faire, et si on prend par exemple un taux de retrait de 6%, on va dire que, parce qu'on peut se dire ouais le marché fait 8% de manière annualisée, donc je peux prendre 6%, il n'y a pas de souci. Sauf que là tu vois que sur 30 ans ça fait 60, t'as 60% de chance que ton patrimoine tienne le coup, et du coup t'as 40% de chance que ton patrimoine s'érodera. Donc ça peut très facilement s'expliquer étant donné que le marché n'est pas linéaire. C'est-à-dire que il va pas faire 8% cette année, 8% cette année, 8% cette année, 8% cette année. Le marché est cyclique, c'est-à-dire qu'il baisse, il monte, il baisse, il monte, etc. Alors, vraiment avoir des fluctuations comme ça assez importantes. Et donc si jamais on regarde la tendance du coup long terme, la tendance séculaire, ce qu'on appelle, bah elle est bien de 8%. Bon, hop, je sais pas pourquoi. Bref. Du coup, elle est bien, celle-ci, on va dire que c'est la moyenne. Il est assez droit. Et du coup, celle-ci, c'est à peu près 8% par an. Du coup, à ce niveau-là. Et c'est vraiment cette tendance-là qu'on va essayer de viser. Alors, c'est pas moins 8%, mais c'est vraiment 8% qu'on essaie de viser. Et justement, en fait, demain, si jamais, par exemple, tu retires 6% de ton patrimoine, ça voudra dire que le problème, c'est que, par exemple, tu as retiré ici 6%. Sauf que si jamais tu retires ici 6%, bah, il y a une hausse, par exemple, potentielle de 30% que tu vas rater. Et donc, en fait, l'impact sur ton patrimoine va être gigantesque, le fait de retirer ici 6%. Et en fait, c'est parce que le marché n'est pas linéaire que, justement, tu as besoin d'avoir une règle précise et une étude statistique qui va te montrer notamment combien allouer, etc. Donc, dont cette étude du coup de la Trinity Study. Ok. Donc c'est pour ça que c'est important justement de pouvoir calculer ça et de savoir ça à l'avance pour pouvoir prévoir et s'adapter du coup en fonction, de pas se retrouver justement à la retraite avec des mauvaises surprises. Donc si jamais on prend son patrimoine objectif, donc de 1,2 million et qu'on regarde du coup 4% de ce patrimoine-là, ça va faire 48 000 euros de manière annuelle. Et donc, ça va faire 4 000 euros par mois. Donc, on va prendre 70% parce que on est en France et encore, là, je suis gentil avec 70% parce que ça vient d'augmenter de 1,4. Mais bon, on va pas chipoter. Ça fait à peu près 2800. Donc, on est à peu près sur l'objectif. Donc, avec les fluctuations du marché, on devrait y être. Et donc, sur les 4 000 euros, par exemple, demain, si jamais tu décides de t'expatrier, parce que je vois que tu veux préserver le niveau de vie également du foyer, il y a un indicateur qui est très important. Donc si jamais demain tu vas t'expatrier, encore c'est une hypothèse, je sais pas si tu vas rester en France, si tu retournes au bled, si tu vas aller quelque part d'autre, mais le niveau de vie en fait il va changer en fonction des pays que tu vas aller. Bon, là je t'apprends rien, mais du coup je vais te montrer un indicateur qui va te permettre justement d'évaluer un petit peu le niveau de vie en fonction justement de où tu vis. L'indicateur c'est le PIB par habitant, ce qui te montre un petit peu le niveau de vie en fonction des pays. Donc par exemple tu vois que la France elle est juste ici à 39 441, bon bref, on s'en fiche, mais c'est vraiment, de toute façon ça veut rien dire hein, de manière individuelle ce chiffre-là, c'est vraiment à comparer avec d'autres, parce que là par exemple si on compare avec la Suisse, tu vois qu'il est quasiment 2 fois plus élevé, et donc ce que ça veut dire c'est juste, enfin il est même plus que 2 fois plus élevé, et donc ce que ça veut dire c'est que la Suisse a un niveau de vie qui va être 2 fois plus élevé. Et ça veut dire que ça va te coûter 2 fois plus cher justement d'habiter en Suisse, mais forcément les salaires vont être 2 à 3 fois plus chers là-bas. Donc bien sûr ça s'équilibre en fonction parce que les locaux, etc. Mais ça te permet par exemple demain, si jamais t'épargnes en France, et ben l'objectif c'est vraiment d'aller tout ce qui est en dessous de la France entre guillemets si jamais tu veux t'expatrier. Donc c'est là où ça va être intéressant. Par exemple, si tu veux faire la hijra en Arabie Saoudite, tu vois que c'est le niveau de vie justement en Arabie Saoudite est beaucoup moins que celui de la France, et beaucoup moins élevé que celui de la France, pardon. Et donc justement,
Ce que ça te permet, ce que ça veut dire, c'est que demain, si tu veux t'expatrier, bah, vaut mieux aller dans un pays comme l'Arabie Saoudite plutôt que d'aller dans un pays comme la Suisse, par exemple. Et donc, ça te permet de comparer ça. Bon, après, bien sûr, je sais qu'il y a d'autres sites justement qui te permettent de voir vraiment plus en détail les dépenses que tu vas avoir et donc de l'adapter en fonction de toi ce que tu gagneras justement en revenu passif. Mais ça, je trouve que c'est un très bon indicateur de voir déjà en un coup d'œil si jamais c'est une bonne idée ou pas de, par exemple, s'expatrier aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni ou en Australie. Donc voilà, c'était pour rebondir au niveau du préserver, du coup, le niveau du foyer, parce que voilà, il faut juste que battre l'inflation et au niveau du PIB par habitant, c'est là où tout va se jouer. Si jamais tu veux t'expatrier ou si jamais tu veux rester en France, bah là, faut vraiment uniquement se concentrer sur l'inflation parce que ça va vraiment être le nerf de la guerre à ce niveau-là. Et voilà. Et du coup, ça va être vraiment parfait. Donc, acheter ton premier bien locatif, c'est très bien. Alors moi personnellement je suis pas un grand fan de l'immobilier, j'aime bien et je compte justement en faire. Après en France c'est compliqué parce qu'il faut un gros capital. Les solutions aujourd'hui de financement halal sont assez chères, elles sont pas données à tout le monde justement, donc forcément ça va pas être adapté à tous les profils. Mais si jamais tu as des biens, on pourra regarder juste après combien tu as de côté justement pour ce bien immobilier là, ça pourrait être vraiment intéressant. Enfin bref, on va passer au cash flow. Donc tu gagnes 4200 euros et tu as quand même 3000 euros justement de dépenses. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Donc tu dépenses 71% de ton salaire dans les dépenses. Bon, c'est assez élevé. Mais le plus important, c'est que tu arrives à épargner. Et ah non, je vois aussi que tu as mis les plaisirs dedans. Ok. Donc il n'y a pas que au niveau des dépenses obligatoires. Donc on doit être peut-être à 65% à peu près pour les dépenses obligatoires et tu te mets un petit peu pour les dépenses plaisir, donc c'est top. Mais après, le plus important, c'est quand même que tu arrives à dégager une épargne, donc c'est vraiment pas mal. Donc tu investis 800 euros chaque mois et tu conserves du coup 200 euros pour des projets et des imprévus en liquidité. Donc c'est très bien. Ça te permet vraiment d'avoir... alors, je crois qu'il y a une petite erreur parce que du coup, tu épargnes 1200. Donc je pense que tu as voulu mettre 1000 euros ici. Ou alors c'est moi qui me suis trompé quand j'ai noté. Ok, donc au niveau de la stratégie d'investissement, donc tu investis 1200 euros, parfait. Ouais, si c'est bon, ça fait bien 1200. je vérifie au cas où. Mais ok, c'est parfait. Donc, tu es sur compte titre, donc parfait à ce niveau-là. T'es pas sur assurance vie ou quoi. C'est pas fait avoir par le marketing, j'ai envie de dire. C'est très bien. Ça te permet justement d'être beaucoup plus flexible à ce niveau-là et de pas se faire manger au niveau des frais. Enfin, bref, on va pas développer vu que t'en as pas. Mais du coup, compte titre, c'est très bien. Alors, je sais pas chez qui. Je sais pas chez qui. Je sais pas si t'as noté juste après, si jamais. Chez quel courtier tu as pu justement investir, mais dans tous les cas, je pense que tu es allé chez un bon courtier. Alors, si t'as combien dessus? Ouais, t'as quand même 90 sur ton CTO, donc je pense que tu es sur un gros courtier, donc je pense pas que tu sois sur Trade Republic ou quoi, ce qui est vraiment adapté aux investisseurs particuliers. Plutôt que tu allé chez peut-être IBKR ou DGRO ou un gros. Après, c'était chez Trade Republic, il n'y a pas de mal, hein, mais le problème c'est que là pour 70 000 euros d'investir en ETF plus 20 000 euros d'actions, je te conseillerais quand même d'aller sur IBKR, c'est beaucoup plus intéressant au niveau des frais. Hein. Mais bon, je pense que tu as déjà fait ce choix-là en connaissance de cause. Hein, là, généralement, on a plus de 100 000 euros de patrimoine, on se dirige naturellement vers IBKR. Je sais pas pourquoi, c'est une règle un peu... c'est une règle un peu immuable. Toutes les personnes qui ont plus de 100 000 euros de patrimoine que je connaisse, elles sont chez IBKR. Donc ensuite, on a de l'immobilier locatif indirect via crowdfunding immobilier. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc en plus, justement, du projet locatif que tu aimerais mettre en place, t'investis du coup dans l'immobilier de manière indirecte via du crowdfunding. Donc c'est vraiment top. On va pouvoir analyser tout ça. Alors là, moi, j'ai des petites rétentions pour voir si jamais c'est halal ou pas, mais je vais pouvoir développer tout ça après, Inch'Allah. Et ensuite, des problèmes de sécurité. Donc cash disponible, donc 200 euros par mois. Donc là, tu appliques une stratégie DCA sur les ETF afin de lisser les points d'entrée. Donc c'est très bien au niveau des ETF. Et ça te permet vraiment de tout avoir. Alors, je pense aussi que tu as oublié les actions parce que j'ai vu actions juste en dessous et juste ici également. Donc je pense que tu as juste oublié de les mettre. Mais je pense que sur ton compte titre, il y a ETF plus actions. Enfin bref, mais ok, donc c'est top. Et du coup, de l'immobilier est destiné à devenir le pilier de la génération de revenus passifs à moyen terme. Ok, intéressant. Si tu comptes l'acheter cash, alors à moyen terme, oui. Et après, si jamais tu comptes continuer justement tes stratégies au niveau des placements financiers, alors moi je vais te dire que d'expérience, ça va complètement s'inverser le rapport au niveau de tes revenus passifs. Parce qu'en fait, quand tu investis dans des placements financiers, ça va être exponentiel le gain que tu vas faire. C'est-à-dire qu'au début, voilà, ça va pas être très rapide et après, ça va être de plus en plus rapide. Parce qu'on parle en pourcentage. Enfin bref, c'est des mathématiques.
Et donc, ouais, au moyen terme, certainement, parce que au début, tu vas pas forcément générer des revenus passifs, surtout que tu vas certainement pas utiliser ces revenus passifs-là que tu vas générer grâce à tes placements financiers tout de suite, vu que c'est pas encore l'objectif. Et du coup, au niveau de l'immobilier, mettre du coup ces revenus passifs à moyen terme, ça peut être très très intéressant. Hop. Et donc, au niveau du patrimoine actuel, donc tu vas avoir des ETF et des placements financiers. Donc, ok, tu as divisé à ce niveau-là avec les différents placements. Donc, au niveau des ETF, tu as investi environ 600 € par mois sur des ETF via un compte titre, donc c'est top. Donc, tu as investi dans le iShare MSCI World Islamic UCITS ETF, donc choisi pour avoir une exposition mondiale aux grandes entreprises tout en respectant les critères Sharia compliant, donc c'est top. Et il respecte la base de mon portefeuille et il représente la base de mon portefeuille action. Ok. Intéressant. Et ensuite, tu es sur le emerging market. Alors, bon, ok. Et ok, c'est assez intéressant. Donc, il est choisi pour mon exposition au marché émergent que je considère comme ayant un potentiel de croissance plus élevé sur le long terme, notamment grâce à la démographie et le développement économique de cette. Ok. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que beaucoup de personnes, justement, vont sur les emerging markets, donc les marchés émergents, alors qu'en réalité, c'est pas forcément le plus rentable, justement, au niveau de l'investissement. Alors, je vais juste le backer par des vraies sources, donc je vais aller sur le site de BlackRock à ce niveau-là pour vous montrer. Alors, par exemple, si on va sur le site justement c'est l'ETF sur lequel il investit, et ça va être la même chose pour tous les ETF, hein, qu'ils soient de HSBC, qu'ils soient de n'importe qui, dans tous les cas, ils vont répliquer cet indice-là. Et donc, si jamais on va sur les performances annuelles, on voit que depuis sa création, donc depuis 2007, le 7 décembre 2007, il a fait que 1,48% de rentabilité. Donc c'est quand même très faible à ce niveau-là. C'est pas très intéressant d'aller sur ce type d'investissement. Et en plus là, je viens de voir, mais le TER est un peu augmenté. Je pense que c'est à cause de l'encours. Enfin bref, mais en vrai le TER est quand même assez faible. Hein, si jamais on prend le cas d'un ETF. Le TER, quand même sur les investissements islamiques, sur les ETF islamiques, il est quand même très intéressant. En vrai, qui sont pas extrêmement élevés. Et donc, ça te permet justement d'investir de manière passive sans avoir des gros frais. Et donc, en fait, au niveau on peut le voir sur le graphique juste à gauche, on voit que ça fait une grosse contraction de marché. Hein. Le marché n'évolue pas, hein, il est vraiment en stagnation. Et donc, le problème, c'est que en fait, on fait des investissements, donc on parie sur l'avenir du 30 à 40 ans, sauf que, en fait, ton horizon de placement, il est de 18 à 20 ans. Alors, est-ce que dans 20 ans, les marchés émergents vont exploser à la hausse, etc. Personnellement, j'en sais rien. Je lis pas dans l'avenir. J'ai pas une boule de cristal. Il y a que Allah qui sait. Mais moi, personnellement, j'irai pas dessus, tout simplement parce que, en fait, sur les 10 dernières années, ils ont pas été performants. Et sur les mêmes, moi c'est ça, mais quasiment les 20 dernières années, on est en 2026, donc quasiment les 20 dernières années, ils n'ont pas été performants. Y a aucune raison justement pour dire que sur les 20 prochaines, ils le seront également, surtout qu'en plus les marchés émergents, ils ont eu beaucoup de développement sur les 20 dernières années, donc avoir le même type de développement sur les 20 prochaines, ça serait pas étonnant, sauf que on a vu que ça n'a pas fait énormément de performance. Après, si jamais tu as vraiment des grosses convictions dessus, honnêtement, il y a aucune raison de ne pas y aller. Maintenant, juste personnellement, j'irai pas du tout dessus parce que c'est vraiment, en fait, c'est un petit peu le syndrome de l'objet brillant, ça veut dire chercher un petit peu l'opportunité d'aujourd'hui. Et donc, aller sur les marchés émergents, aller sur les BRICS, c'est quelque chose que la plupart des débutants font, mais à tort. Parce que, par exemple, là, si tu avais investi sur les marchés émergents en 2010 parce que tu t'étais dit que ça allait justement bien fonctionner, aujourd'hui, tu aurais fait une performance annualisée de 1%, 1,48%. Donc, c'est pas extrêmement intéressant justement d'aller sur ces types de marchés-là. La plupart des débutants le font. Moi, je te conseillerais vraiment de pas le faire, étant donné qu'en fait, si jamais ton horizon de temps était de peut-être 25-30 ans, j'aurais dit pourquoi pas. Parce que là, c'est un horizon de temps là où oui, effectivement, les marchés émergents peuvent être très très intéressants. Maintenant, sur un horizon de temps de 18-20 ans, donc on est plus proche des 10 ans, des 15 ans, là, il faut aller sur ce qui marche et faut juste répliquer ce qui marche. Et en fait, généralement, c'est ça qui va fonctionner sur les 10-15 prochaines années. C'est vraiment sur ça qu'il faudra prioriser à ce niveau-là. Donc, moi, je te conseillerais pas d'aller sur le MSCI Emerging Market Islamique, mais plutôt d'aller par exemple sur un S&P 500 ou autre. Comme ça va te permettre d'à la fois avoir cette diversification mondiale du coup que tu veux et à la fois chercher la performance du coup que tu as besoin parce que ton horizon de temps n'est pas non plus il n'est pas ouvert à la flexibilité, c'est ça que je veux dire. Donc ça te permettra d'avoir le meilleur des deux mondes.
Et donc tu investis régulièrement, du coup principalement en DCA comme tu l'avais dit juste en dessus, juste au-dessus. Donc c'est parfait à ce niveau-là, rien à dire. Donc 600 € par mois en ETF, c'est top, c'est parfait. Et du coup via un compte titre. Et donc au niveau des actions individuelles, donc tu investis également dans quelques actions en direct, de manière ponctuelle, donc dans Apple, ok, pour la solidité financière de l'entreprise et sa position dominante sur son marché, et Microsoft pour le développement du cloud et de l'IA. Alors c'est assez étonnant d'aller sur du tech. Ah non, si c'est monté ingénieur, ok, je pensais que j'avais oublié ton métier. Non, bon, au final c'est assez pertinent. Alors Microsoft, tu feras gaffe parce que alors, il faudrait que je vérifie vite fait. Mais ouais, c'est bien ce qui me semblait. En fait, Microsoft, elle est questionnable du coup sur Zoya ou sur Moussafa, etc. Ça va être à peu près le même constat. Donc, c'est une entreprise de questionnable. Qu'est-ce que c'est? C'est que en fait, l'activité du business, elle est floue et donc on n'est pas sûr que ce soit à 100% Sharia compliant. Et donc, c'est pour ça que y a un petit doute. Donc, tu feras gaffe à ce niveau-là au niveau de Microsoft. Personnellement, moi, j'investis pas dans les entreprises questionnables. Parfait. Et donc, ouais, au niveau de l'analyse, bon, je pense que tu as fait une analyse un peu plus approfondie que ces deux lignes. Mais ouais, pour les actions individuelles, c'est important de faire une bonne analyse qualitative et quantitative. Alors, je sais que pas tout le monde a le temps de la faire, mais si jamais tu vas aller en action individuelle, bah, t'as pas le choix que justement de te renseigner sur les entreprises, être beaucoup plus actif sur les marchés que d'investir simplement dans un panier d'actions comme un ETF qui va te permettre justement de répliquer un indice. Mais à ce niveau-là, les actions, ça va te permettre d'avoir un peu plus de performance, mais forcément, il faudra sacrifier un petit peu de temps que tu as passé justement à analyser ces actions, à comprendre vraiment leur business model et à trouver en fait qu'est-ce qui les rend un petit peu uniques, j'ai envie de dire. Ok. Donc ensuite, une partie extrêmement intéressante, ça va être l'immobilier et les crowdfunding. Donc tu investis 400 € par mois dessus et du coup via des solutions indirectes. Donc le crowdfunding immobilier, c'est via la plateforme Brix. Aïe aïe aïe. Brix, c'est pas halal un investissement, je vais te montrer pourquoi juste après. Et j'ai choisi ce type d'investissement pour la simplicité, le ticket d'entrée faible et la possibilité d'investir dans de l'immobilier sans gérer directement les biens. Donc oui, ça c'est très bien à ce niveau-là. Ça te permet d'avoir la flexibilité en fait de l'immobilier. Non, ça te permet d'avoir les avantages de l'immobilier sans les inconvénients, donc être flexible parce que l'immobilier, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas du tout flexible à ce niveau-là comme un investissement et donc ça te permet justement d'à la fois avoir le rendement du coup de 6 à 9% selon les opérations, mais également avoir la flexibilité. Sauf que le problème c'est que aujourd'hui on n'a pas beaucoup de solutions justement pour faire de l'immobilier, du crowdfunding immobilier de manière halal et par exemple la plateforme Brix ne l'est pas et je vais te montrer pourquoi. Voilà, on est sur le site de Brix et en fait ce qu'ils font c'est du crowdfunding immobilier en obligation. Et donc qu'est-ce qu'une obligation? C'est un titre de dette. Ça veut dire que là du coup l'entreprise Brix va émettre une obligation, donc un titre de dette qu'elle va justement vendre aux investisseurs. Toi, tu es un investisseur, donc tu vas acheter ce titre de dette et en échange, tu auras des intérêts. En plus, c'est explicitement mentionné ici, donc paf, ici que tu touches des intérêts. Donc ça aurait dû peut-être te mettre la puce à l'oreille à ce niveau-là, mais dans tous les cas, c'est pas grave, je pense que tu savais pas. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que la plupart du crowdfunding aujourd'hui immobilier en France est fait à travers des obligations du coup d'entreprise. Et donc forcément, les obligations, ça va être du riba, et donc ça va pas être autorisé en finance islamique. Et donc forcément ça va être haram un investissement. Et donc là du coup moi je te conseillerais quand même de shut down, de vendre. Alors je sais que c'est bloqué, je crois qu'il y a une période de détention, une période où c'est bloqué sur Brix, donc tu peux pas vendre comme ça. Ah non, faut attendre la maturité du coup je pense à ce niveau-là au niveau de Brix. Alors j'ai jamais investi en Brix, du coup je saurais pas dire les détails techniques comment ça fonctionne, mais je pense que tu as une période de détention déjà limitée étant donné que tu as acheté une obligation, tu peux pas la vendre comme ça, surtout que en plus c'est une obligation d'entreprise. Donc qui est beaucoup moins flexible qu'une obligation souveraine, une obligation d'État. Donc forcément, ça va être beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Et donc forcément, tu auras un rendement. Donc l'objectif là, ça va être de vendre justement ton crowdfunding immobilier ou d'attendre qu'il atteigne la maturation et d'ensuite donner tous les bénéfices du coup en charité pour purifier ton investissement parce qu'il n'y a pas être halal à l'investissement. Je sais qu'il y en a beaucoup également sur les PEE qui ont ça, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert un PEE grâce à leur entreprise, mais bon, il n'est pas halal le PE, 100% des cas, il n'y a pas de PE halal. Aujourd'hui en France, ça n'existe pas. Donc forcément, l'entreprise ne va pas le proposer, forcément vu qu'il n'existe pas. Et après, tu vas prendre justement tout ce que tu as pu avoir dedans. Je sais pas, disons que tu as 70 000 € dedans. Et tu vas donner toutes les plus-values que tu as fait en charité pour purifier tout ça. Okay, donc ensuite, tu as ton épargne et ta liquidité, donc également sur des livrets. C'est pas top, c'est aussi riba. Et attends, je vais lire quand même ce que tu as mis. Donc cette épargne sert à la fois de sécurité en cas d'imprévu et de réserve pour de futurs projets, notamment immobiliers. Ok. Donc tu donnes les intérêts du livret en charité pour éviter le riba.
ce qui est très bien. Le problème, c'est que en fait, il y a différents avis, différentes opinions. L'opinion majoritaire, c'est que déjà mettre l'argent sur le livret A, c'est intrinsèquement pas licite, tout simplement parce que en fait, rien qu'en mettant l'argent dessus, tu profites aux activités de la banque. Et en fait, le problème, c'est que en gros, tu signes le contrat comme quoi tu as le droit de prendre des intérêts avec la banque. Et donc, même si tu donnes justement en charité, le mieux, ça serait quand même de le laisser sur un compte courant. Alors moi, ce que je te conseille, c'est d'ouvrir un autre compte bancaire. Tu as le droit d'avoir plusieurs comptes bancaires, c'est pas interdit, je te rassure. Mais ouais, d'ouvrir un autre compte bancaire où justement, ce sera ton compte courant, où tu auras ton épargne et où tu vas pas trop l'utiliser. Tu peux également, il y a des solutions aujourd'hui de finance islamique au niveau des banques qui peuvent être très très intéressantes. Donc, que tu peux aller là-dessus. Et donc c'est très bien au niveau de ton compte courant. Mais ouais, du coup les intérêts là, faut les donner justement en charité. Et honnêtement, je te conseille juste de clôturer ton livret A. Du coup, même juste tu retires l'argent dessus, hein, tu mets 0 dessus et tu ouvres juste un compte bancaire dans une autre banque. Tu vas mettre justement dans un autre compte courant et ce compte courant là, ça va être un petit peu ton livret A à toi. Mais voilà, tu vas pas l'utiliser. Alors moi, ce que je te conseille aussi, c'est de le mettre directement sur le compte courtier. Donc demain, si jamais tu as un broker, donc je sais pas sur quel broker t'as pas mentionné. Maintenant, si jamais tu es sur IBKR, moi je te conseillerais de mettre directement les 18 000 euros sur IBKR. Il y a plusieurs raisons à ça. De un, c'est beaucoup plus halal que de le laisser en banque, simplement parce que Interactive Broker, en fait, c'est ton argent, en fait, il va pas être dans une banque à intérêt, etc. Ils vont pas prendre ton argent. Il va être dans un compte séquestre, déjà de 1. Ton argent, quand tu le mets sur le broker Interactive Broker, il sera dans un compte séquestre, sauf qu'il sera pas dans un seul compte séquestre, il sera dans 10 comptes séquestres différents. Pourquoi? Parce que ça permet justement de démultiplier justement au niveau des assurances. Donc en fait, au lieu d'être assuré à hauteur de 250 000 $ par compte, en fait, tu vas être assuré à 2,5 millions de dollars. Donc c'est vraiment ça l'avantage de justement diviser en 10 banques séparées. C'est pour ça qu'Interactive Broker le fait. Bon, après, c'est pas toi qui va le faire manuellement, hein, forcément, c'est eux qui vont le faire. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils le font. Parce que du coup, au lieu d'être là sur ton compte, en fait là, du coup, sur ton compte courant, sur ton compte en banque, tu vas être assuré à hauteur de 100 000 euros par compte. Sauf que si jamais tu le mets sur Interactive Broker, c'est le même argent qui bouge pas, qui n'est pas investi, qui est juste sur le compte courant, et ben il va être assuré à hauteur de 2,5 millions. Donc en fait, tu fais littéralement x25 juste en changeant de banque et juste en changeant de courtier. Et en plus de ça, la banque, elle ne va pas faire de riba avec ton argent parce que c'est un compte séquestre. Donc il y a que toi qui va y avoir accès. Et donc ça, c'est vraiment aussi extrêmement important à notifier et c'est quelque chose aussi d'important quand tu veux justement que ton argent soit bien investi, qu'il soit Sharia compliant, c'est déjà d'éviter les banques et tout ton argent que tu mets en épargne, et ben le mettre sur un compte courtier, parce que le compte courtier, tu vas pouvoir justement décider de qu'est-ce qui va être halal ou non. Alors bien sûr, par exemple sur un compte courtier, il faut faire attention, sur un broker, il va y avoir des intérêts. Par exemple, si jamais demain tu mets 60 000 euros sur ton compte courtier, il y a peut-être y avoir des intérêts dessus. Donc il faut juste que tu ailles voir le support et que tu demandes de désactiver justement ces intérêts résiduels qui vont y avoir sur ton cash. Mais maintenant, ça c'est assez facile à faire, hein. Tu as jusqu'à contacter le support, c'est pas un paramètre que tu peux désactiver, mais en faisant un message, c'est très facile de désactiver ça. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner là-dessus aussi. Mais du coup, c'est très bien à ce niveau-là, donc tu sais quoi faire, donc tu vas fermer ton livret A et faire tout ça. Donc parfait, du coup, j'ai fait un petit camembert, j'ai pris la liberté de faire un camembert avec justement les différentes répartition de ton portefeuille. Donc on voit que tu es à 38% en ETF et 11% en actions. Donc ça va, t'es pas non plus ultra exposé en actions. Donc c'est vraiment bien ça. Généralement on est 50% actions, 50% ETF. Donc ça c'est vraiment la pire chose à faire quand tu veux investir. Un petit peu de crowdfunding immobilier, donc il faudra que tu le vendes. Alors aujourd'hui on n'a pas trop d'alternatives. Alors je sais qu'il y a un nouveau projet qui s'appelle Rifaya qui va ouvrir justement à propos du crowdfunding, mais il est pas du tout encore setup, il y a rien qui est encore fait quasiment. Donc bon, ça va pas être quelque chose dans lequel tu vas pouvoir justement mettre ton argent. Les SCPI honnêtement des différentes sociétés de gestion de patrimoine en France sont pas intéressants, je te conseille pas d'aller dessus parce que au final ça va pas être intéressant. Je crois que c'est 3,5%, un truc comme ça. Donc bon, c'est juste pour faire tout juste mieux que l'inflation, bon c'est pas la peine. Mais après du coup tu pourras maximiser ton apport justement pour le projet immobilier, ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire et qui pourrait être très intéressant du coup à ce niveau-là. Ça permettra d'acheter ton bien beaucoup plus rapidement. Ensuite, du coup ton épargne de précaution et ton cash, du coup c'est top. Donc c'est ce qu'on a vu juste ici à ce niveau-là. Donc un chouïa trop élevé, je dirais. Et honnêtement, ce que je te conseillerais, du coup, c'est de diviser les deux. Donc là, par exemple, tu mets les 30 000 euros du coup de ton épargne de sécurité. Donc peut-être pas tout, hein, tu laisses quand même un petit peu genre 2-3 000 euros sur le compte pour quand même pallier aux dépenses que tu vas avoir avec ta carte.
Mais en vrai, ce que tu peux faire, c'est mettre en sukuk. Donc c'est quoi un sukuk? Donc je t'ai parlé d'obligation tout à l'heure. Un sukuk, c'est un peu la même chose mais en version islamique. Ça veut dire que ça va pas être une dette que tu vas justement acheter à un État ou une entreprise, mais ça va être le titre de possession d'un sous-jacent. Donc je t'explique. En fait, au lieu de directement financer justement la dette de l'entreprise, ben en fait, toi en tant qu'investisseur, donc on va dire que là c'est toi l'investisseur, et ben en fait tu vas passer par le sukuk. Donc que par exemple, je sais pas, l'Arabie Saoudite ou par exemple une société ou Sharjah, par exemple, je sais qu'ils en font beaucoup aussi Sharjah, donc les Émirats. Sharjah, hein, tu m'excuseras, je sais pas trop écrire, mais à ce niveau-là, du coup, en fait, tu vas pouvoir investir directement à travers leur sukuk. Du coup, en fait, par exemple, les États, par exemple Sharjah, l'Arabie Saoudite, etc. En fait, ils vont financer par exemple un hôpital ou alors ils vont financer un pont, par exemple. Et du coup, en finançant ces infrastructures-là, ça va générer des rendements. Donc, par exemple, les bénéfices de l'hôpital ou alors les frais de passage du pont, par exemple, pour donner des exemples très concrets. Et donc, ces pourcentages-là, en fait, ils vont être reversés à l'investisseur. Pourquoi? Parce que toi, tu as un titre de propriété sur le sukuk. Ça veut dire que tu possèdes, par exemple, 1, 2 ou 3% du sukuk, en fonction de combien tu investis forcément. Et donc, forcément, tu vas avoir justement ces pourcentages-là qui vont être reversés en tant que rentabilité au rendement. Et donc, c'est une alternative halal justement aux obligations parce que ça te permet aux États de se faire financer des projets sans utiliser leurs propres capitaux. Et toi, ça te permet justement de financer des États. Donc voilà un petit peu pour ce patrimoine-là. On a pu regarder un petit peu, j'ai pu donner quelques conseils, j'ai pu aussi un peu éduquer à ce niveau-là. Donc si jamais tu veux que je continue, n'hésite pas à me le notifier en commentaire si jamais c'est quelque chose que tu as apprécié, quelque chose que tu as aimé. Si tu veux que j'en fasse plus, n'hésite pas à mettre justement en première ligne de description ton patrimoine pour que je l'analyse en vidéo. Et également, si tu veux un appel d'audit offert, c'est le deuxième lien en description. Et aussi, rejoins mon canal WhatsApp en ligne de description. Il va te permettre justement d'avoir plein d'infos justement au niveau de l'investissement. Alors, tu peux pas avoir les messages précédents sur WhatsApp, donc c'est pour ça que je t'incite à le rejoindre dès maintenant. Comme ça, moi, tu as raté aucune info que je vais pouvoir partager sur ce canal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.